Merci à l'Institut des politiques publiques et merci à l'Institut des politiques macroéconomiques et internationales à bien d'organiser cet après-midi de conférences débat autour des grands enjeux budgétaires. Je vous redonne très très rapidement le déroulé et le programme de cet après-midi. Donc une première séquence de présentation de études de l'IMIP qui sera suivie d'une première table ronde, une petite pause. Eh bien, on passera à la deuxième séquence de présentation des études de l'IPP. De nouveau, une table ronde. À la fin de chaque table ronde, je vous redonnerai la parole pour une séance de questions-réponses que vous pourrez poser à la fois aux auteurs de l'étude, mais aussi aux participants des tables rondes. Et puis, voilà, l'après-midi se terminera à 19h. Donc, après-midi très chargé. Je donne tout de suite la parole à Jean-Olivier Ayrault, le directeur de Paris School of Economics. Oui, bonjour à tous, à toutes. Je vais me permettre de dire quelques mots très vite en préambule. Donc d'abord, bienvenue à cette conférence, un budget maintenant annuel, comme le budget traditionnel depuis quelques années. On se félicite chaque année de pouvoir tenir ce moment important pour les deux instituts, important pour PSE, important pour nos partenaires. Je vais commencer par remercier personnellement les participants aux tables rondes. Ils sont pas seulement participants, je sais qu'ils ont travaillé presque tard, sur peut-être cette nuit, en tout cas ce week-end même, je crois, pour certains d'entre eux. Donc merci beaucoup d'être là pour faire que cet événement soit utile, le plus utile possible au débat public. Je vais les citer, ils ne sont pas nombreux, mais quand même. Cédric Audny, donc par table, je dirais par ordre d'apparition, sur scène bientôt. Donc Cédric Audny, donc directeur des études et synthèse économique à l'INSEE. Hervé Le Bihan, directeur des études et coopération internationale à la Banque de France. Michel Martinez, chef économiste à Société Générale. Sandrine Duchesne, conseillère à la Cour des comptes. Ludovic Subran, donc, qui est chef économiste au groupe Alliance, et Jean-Luc Tavernier, inspecteur général des finances. Donc, merci à eux vraiment de participer, nous aider à faire de cet événement donc quelque chose d'utile. C'est effectivement l'ambition chaque année de nourrir le débat public. On essaie de le faire effectivement grâce à ces deux instituts, par des études originales, quantifiées, rigoureuses, et qui de façon complémentaire avec le gouvernement, les administrations en charge de faire et d'évaluer le budget, et puis aussi les organisations nationales et internationales, de le faire de façon complémentaire, de pouvoir sinon d'avoir une appréciation globale, générale, et encore une fois de nourrir le débat. Donc c'est vraiment la mission ici à PSE de l'IMIP, de l'IPP depuis plus de 10 ans, de réaliser ce travail. Et je voudrais vraiment remercier, féliciter tous les chercheurs qui travaillent depuis dans ces instituts, de faire ce travail, c'est extrêmement important, et de le faire avec beaucoup d'engagement, de le faire et de remercier par là même ceux qui, sous leur responsabilité, donc Antoine Bozio et malheureusement Lionel Fontanier qui n'est pas là aujourd'hui, bon, je les remercie très sincèrement de ce qu'ils font, parce que c'est un travail d'encadrement, un travail évidemment très important et qui ne doit rien au hasard. Et là, je le dis de cette façon-là, c'est vraiment un travail qui permet de mettre au service de l'évaluation des politiques économiques les dernières avancées de la recherche, et ça se fait de façon très organisée, très structurée. Il n'y a rien au hasard, c'est vraiment quelque chose qui demande évidemment beaucoup d'attention, beaucoup de travail, et je remercie vraiment toutes les équipes de le réaliser tout au long de l'année, et pas simplement au moment de cet événement. Alors effectivement, nous faisons à PSE depuis, je dirais à l'origine, nous avons cette ambition de nourrir le débat et d'y participer. Alors nous ne le faisons pas tout seul dans le cadre de ces instituts, nous le faisons en partenariat. Nous le faisons en partenariat, nous le faisons avec le GNES pour l'IPP depuis presque son origine, création de l'IPP. Et ce partenariat, je dirais, je m'en félicite et tout le monde s'en félicite, s'intensifie, je dirais, au cours des années. Et bien sûr, il s'appuie sur une grande cohérence scientifique entre le CREST et PSE. Et puis pour l'IMIP, c'est un partenariat là aussi avec le CEPREMAP, un partenariat, je dirais, très naturel, qui préexistait même avant la création de l'IMIP, ces échanges et ce partenariat d'une certaine façon. Beaucoup de chercheurs de PSE sont affiliés au CEPREMAP. Daniel Cohen a dirigé le CEPREMAP, a présidé à PSE. Et puis aussi parce que PSE et CEPREMAP s'inscrivent, je dirais, sur ce campus dans le même écosystème de l'ENS-PSL. Donc, je me félicite vraiment de ces partenariats, ils sont extrêmement importants. Je remercie aussi, je ne sais pas si direction Catherine Gaudy est là, Claudia, je sais qu'elle n'est pas là pour le CEPREMAP, mais en tout cas, je me félicite vraiment de la fluidité de ce partenariat, de son efficacité. Donc je m'arrête là, et je vais donc passer, je vous redonne la parole, et je vous souhaite une grande journée donc de débat à l'occasion de cette conférence.
Donc le plus simple pour commencer, c'est de regarder dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé quand les gouvernements ont proposé des prévisions de dette publique. Donc sur cette figure, vous avez le trait noir qui est le rapport de dette sur PIB pour la France depuis 2000, donc qui retrace l'évolution que l'on connaît d'une progression continue sur la période de dette sur PIB. Et les traits bleus, ce sont les prévisions passées qui ont été publiées. Donc chaque trait bleu, c'est une prévision. Le premier point du trait bleu, c'est la date de la prévision. Et les points après, c'est les années qui suivent la date de publication. Donc on voit que, comme on le sait, le plus souvent, les prévisions ne se sont pas réalisées. Et finalement, ces annonces de plans de stabilisation ou de réduction de la dette publique ne se sont pas matérialisées et la dette a continué à augmenter. Donc face à ce constat, on est aujourd'hui en 2026 avec une nouvelle loi de finances. Et la question, donc on a une prévision nouvelle de dette publique qui est proposée par le gouvernement. Et la question, c'est dans quelle mesure on peut l'analyser en termes de probabilité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le fait que le scénario de dette publique qu'annonce le gouvernement est probable, réaliste? Pour faire cette évaluation, il faut se poser la question des risques qui peuvent faire que cette consolidation ou ce plan de stabilisation de la dette n'ait pas lieu. Donc vraiment, le thème de l'étude, ça va être d'évaluer, d'analyser ces risques qui peuvent empêcher le plan du gouvernement de se concrétiser. Et je vais répéter de nombreuses fois cette distinction, mais c'est au centre de notre étude et de notre objectif, c'est que quand on parle des risques, il y a des risques multiples. Et ce que l'on fait dans cette étude, c'est une démarche qui consiste vraiment à séparer deux risques de nature différente, qui répondent à des questions différentes et qui n'ont pas les mêmes enjeux. Le premier risque, c'est un risque qui est lié à la décision publique, qu'on va qualifier de risque budgétaire. C'est le risque qui correspond au fait que peut-être le gouvernement ne va pas exactement faire ce qu'il a annoncé dans les documents envoyés au Parlement ou à la Commission européenne. Donc on va qualifier ce risque de risque budgétaire qui est vraiment directement lié à la décision publique. Il y a un second risque qui n'est pas directement lié à la décision publique au sens où ce n'est pas le gouvernement qui le maîtrise, c'est le risque de l'environnement économique. On va appeler ce risque le risque de conjoncture. Il y a beaucoup de facteurs dans l'environnement économique que ne maîtrise pas le gouvernement. L'actualité fait que le plus simple, c'est le prix mondial de l'énergie. C'est un élément très important de la conjoncture que le gouvernement ne maîtrise pas. Ça fera partie du risque de conjoncture. Mais l'évolution des taux d'intérêt fait aussi partie des risques de conjoncture que le gouvernement ne maîtrise pas. Le niveau de croissance de l'économie mondiale, qui va impacter l'activité en France, donc les recettes fiscales, est aussi un facteur qu'il ne maîtrise pas. Donc on aura un peu une vision plus détaillée, mais ces exemples montrent bien ce qui relève de la conjoncture, qui n'est pas aux mains du gouvernement. Et évidemment, il y a deux risques distincts, mais les deux sont intermêlés quand on parle d'évolution de la dette. Et le risque de la conjoncture ne peut pas être laissé de côté au sens où ce n'est pas de la compétence du gouvernement, parce que le risque sur la conjoncture fait vraiment partie intégrante de la prévision du gouvernement. Donc il faut aussi analyser ce risque pour comprendre et évaluer la crédibilité de ce que le gouvernement annonce en termes de dette publique pour les années suivantes. Donc pour résumer les principaux points de notre évaluation, le premier point, c'est vraiment, on propose une évaluation de la prévision de dette publique du gouvernement. Notre point de départ, c'est ce que nous annonce le gouvernement. On n'est pas là pour dire qu'on a un meilleur modèle de prévision alternative. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de partir de ce que le gouvernement prévoit et de l'analyser. Le deuxième point, c'est qu'on fait cette analyse à partir d'un modèle structurel que nous développons à l'IMIP, qui va nous permettre d'avoir une lecture spécifique de ces prévisions que nous donne le gouvernement. Et je suggérerai, mais rapidement, la logique, mais le mot structurel, qui est un petit peu un jargon entre nous économistes, va nous permettre vraiment de séparer ce qui relève de la décision publique et ce qui relève de la conjoncture. Donc l'utilisation de ce modèle structurel développé à l'IMIP, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir vraiment distinguer, je le remets ici, le risque associé à la conjoncture. Qu'est-ce qui se passe si la conjoncture prévue par le gouvernement n'est pas là? Du risque budgétaire. Qu'est-ce qui se passe si la conjoncture prévue effectivement se réalise, mais le gouvernement prend d'autres décisions? Tout notre travail
va être sur l'identification de ces deux risques et la quantification de leur importance. Donc ça, c'est le plan qu'on va suivre, avec 5 questions. Donc pour mener cette étude, la première question, d'abord, je vous ai montré dans la première figure les prévisions passées. Maintenant, je vais vous montrer les prévisions du gouvernement pour les documents actuellement en vigueur, donc pour la période allant de 2026 à 2029. Donc c'est principalement basé sur la loi de finances de l'automne dernier, avec le rapport économique, social et financier, et le rapport annuel d'avancement que le gouvernement a adressé à la Commission européenne au printemps. Donc je ne vais pas commenter tous les chiffres, on va se concentrer sur les plus importants. Donc on est ici pour parler de la dette. Donc le premier point très important, quelle est la prévision de dette du gouvernement ? Le gouvernement a une dette à l'horizon 2029 à 118%. Pour y aller, il y a une période de légère progression de la dette jusqu'en 2027. Et ensuite, la dette devrait diminuer pour atteindre ce 118%. En 2029, on obtient aussi le déficit total qui passe en dessous de la barre des 3%, chiffre évidemment un peu symbolique, comme nous le savons tous. Et pour réaliser cette trajectoire, on a une légère progression des recettes qui est prévue par le gouvernement, mais surtout une baisse des dépenses publiques qui représente 1,8 de baisse de dépenses publiques entre 2026 et 2029. Donc ça, c'est la partie prévision finances publiques. Évidemment, cette partie prévision finances publiques dépend d'hypothèses sur le contexte économique. Ces chiffres sont en points de PIB. Donc ça veut dire que le gouvernement, implicitement, aussi prévoit quelque chose sur le PIB. Ce deuxième tableau reprend les prévisions du gouvernement concernant le contexte économique. Donc, on commence la situation que considère le gouvernement comme normale vers laquelle on va tendre est une croissance à 1,2% par an et une inflation à 1,75%. On n'y est pas, et vous voyez que la dernière ligne de prix de l'énergie, si vous regardez l'année 2026, on n'y est pas aussi parce qu'on tient compte du fait que cette année, il y a eu le choc énergétique en début de période qui est pris en compte. Ce choc énergétique fait que la croissance est moins faible que ça a été prévu, 0,9 en 2026, et qu'on a une inflation plus élevée que ce qui était prévu l'année dernière pour l'année 2026. Donc c'est là où je dis qu'on intègre l'information de ce printemps qui a été transmise à la Commission européenne par le gouvernement. Donc on a l'ensemble de prévisions macroéconomiques et finances publiques du gouvernement, ici résumées par ces deux tableaux. Donc maintenant, comme je l'ai dit et je vais répéter, je vais avoir une lecture au budget versus conjoncture. Donc il va falloir lire maintenant ces prévisions en termes de contexte. Si ces prévisions se réalisent, que ce soit la croissance ou la dette, c'est qu'il y a un contexte budgétaire particulier et un contexte conjoncturel particulier. C'est ce qu'on va qualifier dans la suite de scénario, au sens où c'est le contexte que prévoit, plutôt le contexte compatible avec les prévisions du gouvernement dans le scénario des prévisions que je vous ai données. Il y a une équation qui n'est pas vraiment une équation, qui permet de donner vraiment les éléments de l'analyse et de clarifier la façon dont on procède. Donc il y a 3 objets dans notre cadre d'analyse. Le premier, c'est l'ensemble des variables, Y. C'est tout ce que je vous ai présenté dans les 2 tableaux précédents. Croissance, inflation, dette. C'est les variables macroéconomiques et finances publiques de l'économie française. La dernière lettre, qui est la seule à retenir, je m'en servirai un peu par la suite, c'est le epsilon. Le epsilon, ça va désigner la partie aléatoire, parce qu'on parle du futur. Le futur n'est pas prévisible, donc par définition, il y a dans le futur des aléas. On appelle epsilon les aléas. Ça peut être le prix de l'énergie dans 2 ans, ça peut être finalement le niveau des dépenses publiques dans 2 ans, ou même dans 1 an. Il y a des élections, donc il y a des aléas aussi sur ces décisions. Ce qui est au milieu, c'est notre travail, c'est notre modèle. Donc le modèle de l'IMIP, c'est la lettre M, c'est ce qui va, étant donné les aléas qui se réalisent, epsilon, que ce qu'on observe comme variable macroéconomique et de finances publiques. Et pour vous expliquer en une phrase ce qu'on fait, c'est finalement Y provient des tableaux que je vous ai donnés,
c'est là où je vous dis, on part des prévisions du gouvernement. Le Y, les variables, c'est ce que nous donne le gouvernement comme prévision pour 2029. Nous, économistes, on a bâti un modèle de l'économie française, c'est M. Et étant donné ce que nous donne le gouvernement français, étant donné notre modèle de l'économie française, on va pouvoir déduire les aléas qui sont compatibles avec les prévisions du gouvernement. Donc, il faut que je sois prudent aussi. Le gouvernement ne nous dit jamais cet aléa, ça sera 1, 3 ou 4. C'est moi qui vais construire les aléas epsilon, étant donné ce que me donne le gouvernement comme environnement macroéconomique et finances publiques, et le modèle que nous avons élaboré, quantifié, avec beaucoup de travail sur l'économie française. Donc maintenant, je vous ai dit, il y a une lettre à retenir, qui est la lettre epsilon, et on va la distinguer dans 2 dimensions. Donc il y a une première distinction et une deuxième distinction. Donc, pour repérer... et après, je vous donnerai les chiffres à la fin, parce que là, je suis très dans la méthode. Mais à un moment, je vous donnerai nos résultats. Mais pour lire nos résultats, il faut avoir en tête que cet ensemble de facteurs aléatoires qu'on a du mal à prévoir, on va le distinguer dans 2 dimensions. Donc la première dimension, c'est ce que j'ai dit dès le début, ce qui relève de la conjoncture, prix du pétrole, taux d'intérêt de la BCE, de ce qui relève du budget, niveau des dépenses publiques, dépenses des administrations, indexation des retraites, transferts, etc. Ces 2 aléas sont indépendants, mais évidemment, l'autre modèle de l'économie française tient compte des interactions. Donc les aléas conjoncturels, le prix de l'énergie va affecter la dépense de consommation des ménages. Ça va évidemment interagir avec les finances publiques. De la même manière, quand la décision publique de relever, d'indexer ou pas les pensions va impacter le niveau de revenu des ménages, donc leur consommation, leur épargne, etc. Donc on sépare les éléments aléatoires, mais évidemment, conjoncture et budget interagissent, et c'est l'interaction de ces décisions entreprises, ménages, administration qui façonne la trajectoire de la dette par la suite. Donc ça, c'est la première distinction. Ça fait 4 fois que je dis qu'il faut séparer conjoncture et budget. Là, il y a une deuxième distinction qu'il faut faire, et en fait, là, je l'ai moins répété, donc il faut que je sois vraiment clair dès le début, c'est scénario et distribution. Donc, reprenons le prix de l'énergie. Le prix de l'énergie, je vous ai donné dans le tableau des valeurs pour le prix du pétrole tel qu'on l'a dans le projet de loi de finances pour 4 années. Ça, c'est une réalisation particulière de tous les prix de l'énergie possibles. Donc, le prix de l'énergie retenu par le gouvernement dans son projet de loi de finances, c'est le scénario de prix de l'énergie, mais il y a beaucoup d'autres scénarios possibles. On a vu depuis 25 ans, le prix de l'énergie fluctue beaucoup, donc il peut se passer cela, le scénario du gouvernement, mais il peut se passer beaucoup d'autres choses. Donc, à partir de maintenant, quand je parlerai de scénario, ça veut dire que je prendrai la réalisation de ce qui est aléatoire uniquement dans le cas particulier où ça correspond à ce qui permet aux prévisions du gouvernement de se réaliser. Mais il peut se passer autre chose, et on est là pour évaluer les risques. Nous, on est là pour évaluer, et qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas exactement le prix prévu de l'énergie? Pour cela, il faut trouver une autre valeur possible du prix de l'énergie, et qu'elle soit réaliste et crédible. Comment faire pour avoir d'autres valeurs du prix de l'énergie en 2027 qui soient réalistes et crédibles? En regardant ce qui s'est passé dans les données historiques de l'économie française. Donc quand je parle des données historiques, ça veut dire que notre modèle est estimé sur la période 2020, 2023, 2024. Donc on a une séquence de cycles économiques passés dans lesquels on a vu les variations des prix. Et on va utiliser ici le mot distribution, veut dire qu'on va tirer dans la distribution des chocs passés d'autres scénarios alternatifs. Et donc à la fin, on a 2 cas. Est-ce que je prends les aléas tels que les prévisions du gouvernement se réalisent, ces scénarios, ou est-ce que je prends des aléas tels qu'ils ont été observés depuis 25 ans? C'est la distribution basée sur les données de l'économie française depuis 20 ans. Si j'ai été clair, j'espère, je synthétise ici par un dernier transparent, mais si j'ai été clair, ça doit être plutôt rapide. Donc la première phrase, c'est vraiment littéralement, le risque conjoncturel, c'est dans ce cas-là, vous voyez le jeu qu'on fait sur les epsilon. Donc si je suis dans le risque, conjoncturel, que ce que l'on fait, pour tous les aléas qui sont liés à la conjoncture, prix de l'énergie, etc., on prend les distributions historiques, et pour ce qui relève du budget, à ce moment-là, on va supposer que le budget est implémenté.
Le risque budgétaire, c'est que la conjoncture se réalise comme l'a prévu le gouvernement. Par contre, les dépenses publiques ne seront pas celles prévues, mais tirées au hasard dans ce qui s'est passé dans le temps. Maintenant, si tous les concepts ont bien été établis, je vais pouvoir vous donner nos résultats quantitatifs de cette évaluation. Donc la première question de ces résultats consiste à dire déjà, je vous ai dit au début, la conjoncture compte. Combien ? Quel est le poids de la conjoncture dans les prévisions du gouvernement ? Donc, puisque le temps qui m'a été indiqué est assez réduit, je vais aller directement au commentaire des chiffres clés. Donc, ce que vous avez ici, on va commenter que la dernière colonne dette. Le premier chiffre, c'est moins 192. Et vous voyez, cette ligne s'intitule loi de finances, scénario, scénario. Ça veut dire que par rapport à une situation où il ne se passerait rien, si on implémente complètement la loi de finances, tant sur le budget, tant sur la conjoncture, on va pouvoir diminuer la dette publique de 192 milliards. Par rapport à une situation où il n'y aurait ni l'un ni l'autre, on ne ferait rien. Ce montant de baisse de dette de 192 se décompose en deux lignes. La ligne de la contribution de la décision budgétaire et la ligne de la contribution de la conjoncture. La contribution du budget, c'est le plus important, ça représente 142. Donc 142, c'est la baisse de la dette qui est permise uniquement par la mise en place du contexte budgétaire. La mise en place du contexte du contexte conjoncturel, c'est 49. Un chiffre que je vous propose de garder en tête, une approximation même. Vous voyez, en bas, il y a 26%. C'est 49 sur 192. Ça veut dire qu'un quart de la baisse de la dette dépend de la conjoncture. C'est le premier chiffre. Un quart de la baisse de la dette dans le projet de loi de finances repose sur l'hypothèse de conjoncture. Donc si ce quart se réalise, c'est bien. Si on a une conjoncture moins favorable, ce n'est pas bien. Et le risque autour de la conjoncture porte sur un élément qui détermine un quart de la baisse de la dette. Donc si la conjoncture prévue n'est pas celle prévue dans la loi de finances, qu'est-ce qui peut se passer? Donc ici, on fait des tirages dans tout l'historique des chocs de conjoncture. On suppose que le contexte budgétaire est bien appliqué. Le chiffre que je vais commenter en rouge, c'est la médiane. Ça veut dire que dans toutes les simulations qu'on a fait, dans la moitié des cas, on avait une dette supérieure à 119,5. Donc ça veut dire que, vous voyez, on est au-dessus du 118. Donc le deuxième chiffre important que je vous demande de pouvoir retenir, c'est le chiffre de 55%. Vous voyez, notre médiane, elle est à 119, elle est au-dessus de 118. Donc ça veut dire qu'il y a 55% de chances qu'on n'arrive pas à stabiliser la dette. On est au-dessus d'une chance sur deux. Troisième chiffre, qu'est-ce qu'il se passe si à ce moment-là, la conjoncture se réalise, mais le gouvernement ne réalise pas du tout les baisses de dépenses publiques qui ont été annoncées. Donc là, on est sur le risque budgétaire. Dans ce cas-là, on a une dérive de la dette publique qui se poursuit. De quelle taille? Notre scénario central en rouge, qui correspond à la médiane de nos tirages, c'est 129,5. Donc ça veut dire qu'on aurait une hausse dans notre scénario central de 11,5 de dette par rapport à l'objectif du gouvernement. D'accord? Mais ici, c'est un scénario de non-implémentation complète du programme budgétaire, où aucune des décisions annoncées ne serait réalisée et où les chocs budgétaires ressembleraient à ceux qu'on a observés depuis 25 ans. Il me reste 1 minute, donc je vais vraiment synthétiser les chiffres clés. C'est 118% du PIB l'objectif. Un quart de l'objectif de dette dépend de la conjoncture. Il y a moins d'une chance sur deux de stabiliser la dette compte tenu du risque conjoncturel. Et si le scénario budgétaire n'est pas appliqué, la hausse de la dette qui est risquée s'élève à 11,5 de dette. Conclure en 2 mots aussi pour ouvrir le débat. Encore un raccourci, 55%, c'est une chance sur 2, c'est pile ou face. Alors, c'est ici que notre étude s'arrête. Notre étude s'arrête au fait qu'on vous livre l'information que, étant donné le risque conjoncturel, la stabilisation aura peut-être lieu. Avec quelle probabilité? 1 sur 2. C'est pile ou face. Est-ce que dans le contexte actuel, le niveau des taux, le niveau de la dette, le contexte international, est-ce que ce
une chance sur deux, c'est suffisant ou pas. Et c'est là où ce chiffre doit être apprécié avec d'autres éléments d'information externes, expertise, pour voir si une chance sur deux, c'est finalement trop risqué ou pas. Et si on considère collectivement qu'une chance sur deux, c'est pas très rassurant, vu la situation fragile, c'est-à-dire qu'il faut aller plus loin. Plus loin dans la taille de la baisse, plus loin dans la consolidation, ou peut-être activer d'autres leviers sur les recettes, ou alors plus loin dans la mise en place de correctifs pour éviter que si la conjoncture ne se réalise pas, on ait des éléments de correction qui soient mis en place. Donc c'est des options qui ne sont pas étudiées dans la note. Le but de la note n'est pas de répondre à cette question, de dire que ce sont des questions importantes qu'il faut qu'on traite collectivement. Et ce qu'on propose, et ce qu'on espère, c'est que notre lecture en termes de probabilité de réalisation puisse être utilisée dans ces débats. C'est-à-dire, si on prend une option d'intensifier la consolidation, de combien faut-il dépenser de plus pour que la probabilité de réussite ne soit pas une chance sur deux, mais une chance sur 4 ? Aujourd'hui, on n'a pas la réponse, mais on espère contribuer à cette organisation du débat sur l'évolution de la dette publique. Merci.